là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là. Oui, c'est l'heure de notre rencontre avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Dans le contexte, Philippe, de la crise du logement qu'on voit, hein, on en parle, c'est pas tous les jours, c'est presque tous les jours. Crise du logement au Québec, au Canada. Là, il y a Justin Trudeau qui a affirmé qu'il fallait pas blâmer la crise sur les immigrants. Oui, j'ai lu ça ce matin, ça l'a sorti parce qu'il y a eu une rumeur selon laquelle le gouvernement du Canada voulait plafonner le nombre d'étudiants étrangers. Qui a fait réagir beaucoup les universités qui voulaient les plafonner parce qu'il y a l'enjeu, on en a déjà parlé ensemble, l'enjeu du logement étudiant dans le fond. Donc c'est une rumeur. Oui, bien de ce que j'ai lu ce matin, finalement, Justin Trudeau dit qu'il ne va pas forcément prendre cette action-là. C'est une information qui a circulé, mais finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer. D'autant plus que le gouvernement du Québec ne veut pas que le fédéral s'ingère dans ses compétences. Et donc, l'internel combat entre le Québec et le Canada là-dessus. Et donc là, l'idée, ce serait de limiter les étudiants étrangers pour limiter le plus possible la crise du logement. Mais en même temps, Justin Trudeau, comme on sait, veut toujours répondre à ce qu'on appelle la Century Initiative, c'est-à-dire faire en sorte que d'ici 2100, le Canada soit un pays peuplé de 100 millions d'habitants. Et comme le Canada est présentement habité par 38 millions d'habitants, ça impliquerait que chaque année, il y aurait 500 000 nouveaux arrivants par année. Mais ce qu'on sait, c'est que ça ne fonctionne pas forcément sur le plan logistique, comme je le répète souvent, parce que, je lisais ça encore ce matin, que le Canada construit moins de 300 000 nouveaux logements par année. Donc, si on veut répondre à la demande, ça ne fonctionne pas vraiment. Puis après, souvent, on va entendre des gens, comme à Québec solidaire, par exemple, dire qu'il faut construire davantage. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de comptes de travail de la construction partout, sur plein de chantiers qui finissent jamais. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont inventer leur travail de la construction. Donc, ces genres de questions-là, ça ne fonctionne pas de dire qu'il faut constamment avoir plus d'immigration, qu'il faut toujours en avoir davantage. Et là, Justin Trudeau, évidemment, qui est toujours xénophile, qui est multiculturaliste, qui va toujours en Inde habillé de tous ses costumes, nous dit qu'il ne faut pas blâmer les immigrants. Mais l'affaire, c'est que personne ne blâme les immigrants. Il faut faire une différence, je crois, entre les immigrants et l'immigration. L'immigration, c'est une politique. Donc, quand on dénonce une immigration qui est trop massive, on ne dénonce pas les immigrants. Si on était à leur place, peut-être qu'on ferait la même chose. C'est-à-dire qu'on voudrait sortir de pays en difficulté où il n'y a pas la sécurité. Donc, on voudrait faire la même chose qu'eux puis venir dans des pays plus sécuritaires puis plus riches. Mais on peut dénoncer une politique d'immigration qui est décidée par des élus. Là, il faut faire la différence, justement. Il faut comprendre qu'il faut faire la distinction entre un groupe et la pensée conceptuelle, tout simplement. Et là, évidemment, je pense que Justin Trudeau joue un peu la carte démagogue pour dire si vous vous en prenez à l'immigration, c'est que vous en prenez aux immigrants. Alors que selon lui, ce n'est qu'une variable parmi d'autres. Et il dit il fait un appel à la prudence dans ses raisonnements. Mais le problème, c'est que les gens qui ont de la difficulté à arrondir leur fin de mois parce que la moitié de leur paye passe dans leur loyer, à un moment donné, ils veulent pas de la prudence, ils veulent des actions. Et ces actions-là ne sont pas prises. Donc, je sais pas pourquoi le Canada veut rien faire. Puis, même le gouvernement du Québec ne fait pas grand-chose pour le moment. Donc, ça prendrait des actions urgentes, parce qu'il y a beaucoup de gens, pas juste les plus défavorisés, mais même la classe moyenne qui a de la difficulté. Et malheureusement, les actions devraient être prises. Donc, je pense que Justin Trudeau doit vraiment... Il y a une urgence, à mon avis, qu'il soit délogé parce qu'il ne peut plus gouverner. C'est-à-dire, il n'arrive pas à gouverner, cet homme-là. Il est toujours dans les apparats, dans les manifestations. Il montre qu'il est dans la Team Barbie. Mais quand il s'agit de prendre des actions concrètes... Oh my God! Écoute, je m'attendais pas à ce que tu prennes cette écoute, tu m'avais pas parlé de Justin Trudeau comme ça. Je pensais que tu partageais une passion pour notre premier ministre du Canada. Ah oui, c'est ça. Mais non, c'est pas mon préféré, en effet. Mais non, mais je l'entends. Quand tu mets tout ça dans le même bac. C'est ça donc, reste Justin Trudeau, c'est ça? C'est un ancien prof d'art dramatique. C'est un comédien. Donc, ça reste encore aujourd'hui le comédien qui sait plus trop quoi faire de son mandat. Puis quand il s'agit de prendre des actions importantes pour sa population, il sait plus quoi faire. Puis on l'a même vu au début de la pandémie, il était quand même assez très léger. Puis même la ville de Montréal, on se rappelle, là je sais que je fais un parallèle avec une autre situation, mais la ville de Montréal elle-même avait pris des actions pour limiter les contrôles aux aéroports, alors que le Canada ne faisait absolument rien. Oui. Donc je pense que tout le monde s'en rappelle. Moi, ce qui me tape sur le système dans ces affaires-là, c'est le tu sais 500 000. Là, c'est comme 2 milliards d'armes, 500 000 d'immigrants. Tes chiffres, ils reposent sur quoi?
Tu sais, on est encore de. Puis là, Justin Trudeau, ça, on peut pas le nier, là, que c'est un gars de. Il est sur les coms. Donc là, c'est catchy, là. 500 000 immigrants. OK, mais es-tu capable de les accueillir? Es-tu capable de les intégrer? Tu vas-tu mettre l'argent qu'il faut pour le logement? Est-ce que, au niveau de la santé, le réseau de la santé qui est sous pression, dans un contexte de vieillissement de la population, on est-tu capable de suivre le rythme? Est-ce que dans les écoles, on est-tu capable de suivre le rythme puis de multiplier les classes? À voir qu'il manque 8 000 enseignants, d'après moi, c'est pas fait. Donc, tu sais, à un moment donné, je disais, c'est bien le fun de lancer des chiffres comme ça au hasard, mais ça tient pas la route. Non, mais justement, tu parles des professeurs. Justement, on apprend aujourd'hui qu'il manque 8 500 professeurs au Québec. Ça, j'ai calculé, puis mettons qu'on dit qu'une classe vaut environ 27 étudiants, ou 27 élèves ou 28 étudiants. Ça veut dire qu'il y a quand même plus de 100 000 élèves qui vont pas avoir de professeurs dans une discipline ou une autre. Donc, on est quand même dans une situation où on se dit on manque vraiment massivement de professeurs, puis ça va être grave pour l'avenir de ces jeunes-là. C'est un drame national. Il n'y a pas d'autre façon d'appeler ça. On parle quand même de disciplines qui peuvent être difficiles à assimiler, comme les mathématiques, les sciences. Donc, c'est pas évident toujours à apprendre pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les capacités pour apprendre ça rapidement par lui-même. Donc là, c'est pas tout le monde qui a les tu sais, je veux dire, là, on est rendu qu'on cherche juste quelqu'un. Si tu es quelqu'un de majeur, tu te qualifies pour aller enseigner. Tu sais, tu peux être correct ou bon en mathématiques, là, mais l'enseigner... Tu sais, enseigner, on en a tous eu des mauvais enseignants là, où tu dis, je comprends pas, tu sais, ou t'embarques pas, ou qu'il n'y a pas de pédagogie. C'est super important de savoir comment enseigner aussi. Donc, tu sais, tu peux peut-être aller te donner un coup de main dans certaines classes, mais de là à prendre, tu sais, en charge une classe, là, c'est dramatique, là. C'est tout un rôle, là. C'est important d'avoir des bons professeurs. Puis on l'a vu, par exemple, on sait que c'est relié avec l'immigration parce qu'on sait que dans les commissions scolaires de l'Est de Montréal, il y a une forte majorité de nouveaux élèves. On parle vraiment d'une forte majorité qui sont issus d'une première génération d'immigrants. Donc, on sait que le boom démographique dans les écoles, c'est d'abord une immigration massive qui est à l'origine de ça. Donc, c'est ça, l'immigration, c'est pas juste des travailleurs qui consomment rien. Là. C'est ça qu'on veut souvent nous présenter quand on nous présente l'immigration comme la solution miracle à tous nos problèmes. Mais c'est aussi des gens qui ont une famille, qui apportent leurs enfants ou qui font des enfants, qui font des réunifications familiales. Donc, ça apporte justement des demandes à tout ce qui a rapport avec l'école. Tu as parlé aussi des problèmes de santé, justement, le système de santé qui craque de partout. On en parle depuis très longtemps. Donc, puis tous les problèmes de construction, le logement. Donc, je pense que ça marche plus, 500 000 immigrants. Puis quand Justin Trudeau nous dit qu'il ne faut pas blâmer les immigrants, puis il faut être prudent dans nos raisonnements, ça montre que c'est un homme qui n'arrive plus à gouverner, tout simplement. Donc, je pense que c'est le temps quasiment de lancer une prochaine élection fédérale. Ça s'en vient. Mais je pense que ça va être juste au printemps. Il va falloir que tu sois patient. Philippe, Bernard Drainville, en même temps qu'il nous annonçait qu'il manque 8 500 enseignants pour la rentrée scolaire qui est là dans les prochains jours, a aussi annoncé qu'il allait faire une directive, mais qui n'est pas prête. Elle n'est pas prête. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans encore. On sait juste que ça va interdire, en tout cas, encadrer ou interdire les cellulaires dans les classes. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais en soi, c'est un bon premier pas. Oui, je pense que c'est un bon premier pas parce que pour moi, les cellulaires n'ont pas d'affaires en classe. Et il me semble que moi-même, à mes années de polyvalente, il n'y avait pas de cellulaire en classe. Même au cégep, c'était interdit. Donc, je vois pas en quoi le cellulaire a une utilité pédagogique, parce que même Bernard Drainville dit on va le permettre sous des conditions pédagogiques, mais je vois pas en quoi ça peut être si utile que ça. Vraiment, honnêtement, je me suis posé la même question. Je me suis dit en quoi ça peut être pédagogique parce que tu veux montrer quelque chose sur TikTok peut-être, ou tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il faut être conséquent. Mais tu vois, j'avais un enseignant en entrevue qui notait, je trouve, de façon hyper pertinente que tu peux enlever les cellulaires, mais si t'enlèves pas les montres intelligentes, tu sais, au secondaire, là, t'en as beaucoup là, qui ont des Apple Watch, puis il dit l'enjeu, c'est que c'est les notifications. Tu sais, on le sait tous, on le vit tous, là, quand on a un cellulaire, puis là, pouf, t'as une notification ou un ordinateur ou un iPad, ça te déconcentre. Donc, imagine que t'es censé, pendant 7 heures, 8 heures de temps, être concentré à l'école, puis t'as des notifications. Donc, tu sais, la directive, on sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais mieux d'être bien complète, là. J'avais pas pensé au cas des montres technologiques, parce que moi-même, je suis parfois un dinosaure technologique. Ça fait juste 2 jours que j'ai maintenant du LTE. Mm-hmm. Donc, j'ai survécu jusqu'ici sans LTE. Et donc, vous voyez à quel point je suis un dinosaure, tout ce qui a rapport au numérique. Et donc, c'est ça. Ben là, je pense qu'il faut vraiment bannir les écrans tout court, à part le tableau interactif, évidemment, qui a son utilité évidente, mais pas si évidente que ça. C'est-à-dire que le tableau vert faisait le boulot aussi. Mais donc, je crois qu'il faut vraiment bannir le plus possible les écrans, puis tout ce qui a rapport, comme tu dis, les notifications.
Il faudrait qu'il y en ait le moins possible, puis il faut qu'il y ait des sanctions, tout simplement. Il faut rapporter certaines notions classiques dans les classes. T'sais, autrefois, ça fonctionnait, là, nos méthodes. Donc, pourquoi on n'a pas gardé quelque chose de l'ancien monde qui marchait un peu plus? T'sais, avoir des écrans partout, des publicités partout, des notifications, c'est pas bon pour la concentration, pour le développement de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, il y a tout lieu de se réjouir de cette décision-là, mais parfois, il faut être un peu plus ferme aussi parce que on a vu que Bernard Drinville applique sa décision uniquement pour les écoles publiques. Donc, je vois pas pourquoi les écoles privées devraient être exemptes de cette décision-là. Je vois pas sur quoi ça se base. Sinon, une autre réflexion qui pourrait être menée, c'est interdire le cellulaire dans parce que c'est des écoles privées, donc techniquement, il n'y a pas autorité sur ce qui se passe dans les murs des écoles privées, mais tu sais, d'après moi, là, en tout cas, de ce que j'en sais, je pense que ça s'applique déjà dans les écoles privées là, qui sont censées laisser... tu sais, je veux dire, les écoles publiques pourraient le faire aussi. Là. À un moment donné, tu n'as pas besoin d'avoir une directive non plus du ministre de l'Éducation pour le faire. Là, comme direction d'école, tu peux dire, ben là, tu sais, je veux dire, on vient encadrer comment vous vous habillez, on vient encadrer, tu sais, ben là, tu viens encadrer, laissez vos cellulaires dans vos sacs, là. En effet, mais les écoles privées ont quand même des subventions du gouvernement du Québec. Puis, il n'en demeure pas moins que le diplôme est le même par rapport aux écoles publiques. Puis c'est le même programme. Oui. Donc, je pense que le ministre devrait quand même avoir la souveraineté sur ces écoles-là. Donc, la décision pourrait quand même s'appliquer. Mais comme tu dis, peut-être que ça s'applique déjà. Mais j'ai pas fait l'école privée, donc je sais pas trop. Donc, certain que moi, je pense que c'est ça. Ben, je voulais élargir sur la réflexion. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur l'interdiction éventuelle dans l'ensemble des écoles. C'est-à-dire non seulement dans les heures de classe, mais aussi dans les couloirs, dans les heures de midi, heures de pause. Parce que c'est pas nécessairement très bon non plus pour socialiser. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire, ben là, ça me permet de rejoindre mon ami à tel endroit, certes, mais autrefois, dans les années 90, cette vieille époque, on arrivait à le faire sans cellulaire. cette vieille époque. C'est l'époque de mon secondaire, les années 90. Ben, c'est une meilleure époque sans cellulaire, sans écran partout. Des fois, je me demande comment on faisait à l'époque en gang d'amis, tu sais, pour se rejoindre quelque part. Tu sais, quand je vois à quel point ma fille, elle texte avec ses amis, puis là, tu changes 3 fois de lieu de rendez-vous, puis je suis rendue à telle place, puis là, je me dis, hey, on faisait comment quand, je sais pas, il y avait une panne de métro, puis qu'on devait se rejoindre quelque part, puis qu'on n'était pas capable de communiquer avec l'autre. Une autre époque. Oui, en effet. Mais souvent, il y a sûrement d'autres trucs, mais justement, les jeunes peuvent le découvrir. Puis comme je dis, c'est parce que le cellulaire n'est pas très bon, comme je le dis, pour socialiser. Puis pour simplement, c'est juste mauvais pour le cerveau d'être toujours là-dessus. On sait que quand les jeunes reviennent de l'école, ils peuvent être pas mal longtemps là-dessus, que ce soit pour les jeux vidéo, réseaux sociaux ou d'autres raisons, que ce soit même pour les travaux scolaires. Donc peut-être que tout le temps de la classe, tout le temps de l'école tout simplement, ça pourrait être un moment pour se déconnecter des écrans. Un espace de déconnexion, un espace d'éducation. Là-dessus, absolument. Ce sera probablement éventuellement la prochaine étape. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup. Merci. L'émission de Marie Montpetit.